Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icône. La Dream Team est reconstituée à la demande générale. Nous avons reçu des milliards de posts, WhatsApp, messages privés, publics. Des gens défilent devant nos locaux. Des gens louent des avions qui traînent derrière eux des banderoles pour réclamer. Pour réclamer. Mais il paraît qu'il faut faire des efforts en promo. Donc je fais ce que je peux avec ma culture. Je suis pas très fort. Et j'accueille Mouna Abdelghileni qui a déjà pris la parole évidemment. Oui, je sais pas me retenir. Et Mustafa Kadeli, l'homme que l'on ne présente plus. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça roule, merci. Mustafa Kadeli, que je vais vous décrire physiquement, il a une taguilla, qu'on peut dire ça comme ça, bleue, avec des petits motifs blancs, un chèche autour du cou blanc, une veste moderne, dans cette espèce d'extraordinaire mélange d'authenticité et de modernité qui fait ta signature. Oh mon Dieu. Voilà. Le tout étant cohérent et soudé par ta moustache. C'est la commodité de la saison. Hein. En hiver, en été, il faut bien s'adapter. Puis à l'origine, l'habit, c'est quelque chose. C'est le mode. C'est le style de la saison. C'est le style Kadeli qui commence dès son nom, puisqu'il a la particularité de disposer d'un Q sans avoir de U. Absolument. Voilà. Donc dès le début, le personnage était posé. Vous pouvez imaginer quand vous épelez votre nom et les gens font les gros yeux. Pourquoi il n'y a pas de U? Même c'est pas moi qui ai décidé. Hein. C'est l'état civil. Alors pourquoi il n'y a pas de U? C'est l'état civil, c'est le fonctionnaire de l'état civil qui a décidé pour moi, enfin pour mon père. Quand j'ai voulu passer le CM2, il a été faire le Halal Madaniya. Donc, bon. C'est le CM2. Ouais. D'accord. Je suis plus âgé. C'est facile, avec 2 points. Je suis plus âgé. Avec 2 points. je suis, comment dirais-je, je suis plus âgé que le Halal Madaniya de mes parents. Très bien. Eh ben écoute, tu es bientôt plus âgé que nos podcasts. Et est-ce que tu es plus âgé que l'icône dont tu veux nous parler aujourd'hui? Non, il est plus âgé, il est décédé malheureusement. J'ai un coup de cœur pour une dame qui est née en Mauritanie, hein. Dimi Ment Abba, qui est très connue dans la musique hassani. On a beaucoup d'artistes de la musique hassani au Sahara. Ça commence à peu près, dès qu'on dépasse l'anti-Atlas, on a un autre style de musique qui va jusqu'en Mauritanie, jusqu'au Mali, et puis il a des interconnexions. Dimi Ment Abba, il est né en 1958. Il est décédé en 2011 à Rabat. Il fréquentait beaucoup le Maroc. Moi, par hasard, dans les années 80, je me suis rendu à Tantan et j'ai eu le plaisir d'assister à un mariage où il se produisait et comment les gens de la région la vénèrent au point que les femmes enlèvent leur chatla de dheb pour la couvrir, ce qu'elle est tellement forte. Elle est fille d'un artiste déjà. Son père, Sidati Wild Abba, est le compositeur du premier hymne national de la Mauritanie. C'est de la chanson ou de la poésie? C'est de la poésie chantée. Alors on a des textes en hassani et justement sa force qu'il est arrivé à chanter des textes classiques en arabe. À sa manière, en style hassani, parce que quand même c'est un style qui s'appelle Azawan, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est un terme qu'on retrouve encore chez les Touaregs. Et c'est un style aussi chanté par une catégorie qui nous fait penser aux griots d'Afrique de l'Ouest qu'on appelle les Gaoun en Mauritanie, c'est-à-dire une sorte de caste de chanteurs, de musiciens qui héritent cela de père en fils et de père en fille ou de mère en fille et qui jouent des instruments un petit peu qu'on retrouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest comme l'ardine, l'équivalent un petit peu de la kora de Morikante. C'est un peu ça, sauf que l'ardine il est beaucoup plus fin, il n'est pas plus gros que celui que les chanteurs mandingués utilisent. Et puis ils utilisent aussi tidinite, c'est un peu pour le rythme, pour une sorte de tambour en bois avec une peau de chèvre ou de mouton et qui donne une sonorité extraordinaire. Et puis maintenant, c'est la guitare moderne, électrique, qui a remplacé un instrument qui ressemble un petit peu au gembri d'Ignawa. Mais qui a un son légèrement différent. Question vraiment basique. Mint, c'est bint. Bint, oui. Alors bint, pourquoi c'est un M?
Les switching phonétiques, des B, des M, des L, des R, des N et des M, c'est connu dans nos langues et dans nos manières de, de pratiquer, de pratiquer notre langue, parce que ça, c'est très courant au Maroc, Mauritanie, en Algérie. Je veux dire, le J devient Z des fois, comme Chimknas, Jbel, Zbel. C'est des variantes phonétiques. Le L, Isleman, par rapport au nord, ils prononcent beaucoup plus le R, quand pour le L, mais quand le R existe dans le mot, ils le mangent. C'est tout le nord à peu près. Ce R-là, il a une particularité. Dans des consonnes. Des consonnes. Mais c'est quelque chose qui devient Pilenti. C'est quelque chose de normal dans le switching langue. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire d'Imi, c'est qu'il a fait beaucoup de mariages au Maroc, au Sahara surtout, mais aussi les festivals. Alors, on l'a vu à Souara. Il a à Souara absolument en 2002, je crois. Ouais. Et puis, il s'est produit aussi au niveau de l'étranger. Il est allé un peu en Angleterre, en France, en Europe d'une manière générale. Et c'est un style un petit peu qu'on peut raccorder au style Tinariwen, qui est devenu universel, qui est... Elle est venue avant, en fait. Elle est venue avant. Elle n'a pas bénéficié du boom, parce qu'aujourd'hui, le blues du désert est super à la mode, en tout cas depuis une dizaine d'années. C'est Ali Farka Touré, d'abord. Ali Farka Touré, effectivement, qui a été mis en... Alors, juste pour info, ce qui a fait découvrir Ali Farka Touré aux yeux du monde, je ne parle pas du monde africain, mais du monde occidental. Surtout les Américains. Surtout les Américains, c'est Ry Cooder. Alors, c'est qui Ry Cooder? Ry Cooder, c'est un Américain, c'est un guitariste plutôt blues, mais dont la carrière solo est intéressante. Mais ce qui est plus déterminant dans sa carrière, c'est que c'est un passionné de world music qui s'est mis au service des musiques du monde qu'il a appréciées. La première, c'est le Buena Vista Social Club. C'est lui qui a produit l'album de Buena Vista Social Club, et vous pouvez le voir dans le live au Carnegie Hall des vieux papis cubains, qui est magnifique d'ailleurs ce live. Et c'est lui qui joue assis de la guitare slide. Ry Cooder, c'est la guitare slide. Ry Cooder, c'est la musique de Paris, Texas. Voilà, avec la guitare slide, donc c'est une façon de faire glisser un... Donc la Farka Touré... Voilà, Farka Touré a été produit par Ry Cooder, qui joue un peu avec lui sur le fameux album, je pense que ça s'appelle Timbuktu, l'album. Talking Timbuktu. Ouais, Talking Timbuktu. Exactement. C'est Ry Cooder. Et c'est un peu dommage, mais c'est la vérité. C'est que, alors, pour continuer sur les producteurs qui arrivent, Tinariwen, Bombino qui a joué d'ailleurs à Mawazine, on l'a vu à Mawazine, on l'a vu aussi dans des tournées en Europe. Bombino, lui, a été produit par également explosé par quelqu'un qui s'appelle Dan Auerbach, qui est le guitariste et le producteur d'un groupe qui s'appelle les Black Keys, qui est un très très gros groupe de rock, qui pareil que Ry Cooder a une passion pour les musiques du monde, et qui est allé produire Bombino. Il l'a fait venir aux États-Unis, il lui a fait un son un peu gras, quoi, un peu dans les standards américains, et qui sonne super bien d'ailleurs cet album. J'ai oublié le nom de l'album, c'est là où il y a une mobilette sur fond beige. Je me fais penser dans Talking Timbuktu, on a un morceau, on dirait du rbeb du Souss, c'est l'Amzad du Touareg. Il y a un autre morceau qui est carrément un blues au sens très très américain, très classique, c'est-à-dire les trois accords du blues. C'est la force de cette musique justement du Sahara, on trouve les interconnexions. Bien sûr. Parce que quand tu es dans le Sahara, tu es pas loin de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu es dans l'Afrique de l'Ouest, tu es dans la communauté. Tout à fait. Ça part en Amérique les Mandingués, les Peul, les Songhai, les Hassani et les ceux-ci, où on trouve un petit peu une sorte de trame qui les traverse tous, les Touaregs, qui les traverse tous, quand on retrouve un petit peu chez les artistes qui ont modernisé cette musique, dans laquelle on se sent à l'aise. Alors des fois les gens se disent de rêve, c'est une musique qui fait planer un petit peu. Il y a un côté un peu psychédélique. Ça fait beaucoup appel à l'imaginaire. Et Dimi, justement, pourquoi dans cette grande digression, c'est qu'en fait elle vient avant cette vague des producteurs américains. C'est triste, mais ça dépend beaucoup d'eux. On peut, pour terminer sur cette espèce de mariage improbable, parler de Damon Albarn, qui est le guitariste chanteur de Gorillaz, de Blur avant. Donc vraiment un pur produit de la Britpop, qui lui, pareil, va se prendre de passion pour le Mali et va faire un album qui s'appelle Mali Music, etc. Mais c'est vraiment dommage. Et ça vient souvent de points techniques, ça vient souvent d'anglo-saxons, beaucoup plus que d'espagnol ou de français, qui sont plus proches géographiquement ou culturellement, mais qui s'intéressent pas beaucoup à nos musiques. On a un équivalent de Dimi, une dame qui est née à la Lyon, elle est décédée en 2019, qui s'appelle Hosseif Akhia, qui est une icône de la musique hassani. Il est mort à l'âge de 80 ans. On en parlera une autre fois, mais je crois que c'est un style musical très profond et très fort. Hosseif Akhia. Hosseif Akhia. Il est mort, je crois, en 2019, à 80 ans. Une icône de cette musique du Sahara, le désert du Sahara. Qui est vraiment très ancré dans ce style entre Farka Touré, ce que nous a donné Bombino et tous les autres. Merci beaucoup. Merci à vous.
tourne vers Mouna Belgreni qui va enchaîner à vive allure. Qui vous emmène à Bjed. Ah, ben bien sûr. Déjà, patrie de Hakim Belabès, parce que c'est de lui que je parle. Et de Abdelillah Hafredi. Dans un autre registre. Mais de Hakim Belabès, dont je veux parler aujourd'hui parce que c'est une icône presque ignorée, j'ai envie de dire. Personne m'a demandé mon avis, mais c'est l'un de mes cinéastes marocains préférés. Je tenais à le dire. Et Hakim Belabès. C'est un petit peu le principe de podcast. Venir donner son avis que personne ne vous a demandé. En tout cas, je voulais vraiment parler de lui parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le plus bling-bling et le plus connu de nos cinéastes, mais c'est peut-être pour moi le plus généreux et le plus... généreux et vrai. Alors, je vais essayer de vous le présenter aussi bien que je peux. Hakim Belabès est né à Bjed, comme je vous l'ai dit, en 61, dans cette toute petite ville, et son papa était... en 1900 combien 61. Ah, d'accord. Ouais. Et son papa possédait le seul cinéma de Bjed, donc Hakim a grandi dans la salle de cinéma de son papa. Alors, Bjed, géographiquement, je me tourne vers Mustafa Qadiri, c'est entre Khnifra et... Il y a beaucoup de... Alors, on y accède... on y accède par Khoribga, entre Khoribga et Ouazzam. Entre Ouazzam et Itadla, mais il y a une route très catastrophique qui mène à Khnifra. Ne la cite pas. Écoute, j'en profite quand même parce que, je veux dire, c'est les réseaux routiers qui aident l'économie et la mobilité des gens à faire des choses. Mais une très très belle route. Tu connais Hakim Belabès? Oui. D'accord. Continue. Et donc, Hakim Belabès naît à Bjed et passe toute son enfance dans cette petite ville et beaucoup de temps dans le cinéma de son papa où il découvre le cinéma. Donc, il voit, comme on fait à l'époque, les films. Fut le temps où il y avait le cinéma à Bjed. Et il regardait les films indiens, les films américains, le cowboy, bref, la totale. Et je pense que c'est là, bien sûr, que sa passion pour le cinéma naît. Mais c'est pas tout de suite le chemin qu'il prend, puisqu'il va d'abord faire des études à Rabat de littérature américaine et anglaise. Alors, il apprend l'anglais et son petit chemin va le mener par la suite aux États-Unis, à Chicago plus exactement, où il va finir sa formation et il va avoir un master de beaux-arts en cinéma. Donc, c'est là qu'il va vraiment se spécialiser dans le cinéma et qu'il va y rester parce qu'au final, il vit toujours entre beaucoup aux États-Unis avec quelques petits passages par ici. Et il va trouver sa voie en fait, et ce qui est particulier chez Belabès, en plus de sa générosité et de beaucoup de aussi. C'est sa coupe de cheveux, mais oui, il faut le dire, voilà. Pas faux, mais aussi son don pour les documentaires, d'où sa générosité, parce que je pense que l'exercice du documentaire est un peu différent de celui de la fiction, dans le sens où on veut toujours rendre soit hommage, soit donner la voix à ceux qui n'y ont pas accès. En tout cas, il y a toujours ce petit côté un peu plus généreux que dans la fiction. Alors il commence au service d'un sujet plus quoi. Enfin, plus d'un sujet que de ta vision. Mais en fait, il y a une vision aussi dans le. Toujours. Et puis c'est du cinéma aussi. Mais je veux dire, il y a ce petit supplément d'altruisme. Effectivement, c'est le mot. Alors il commence dans les années 90 avec des petits bijoux comme Annie dans la chaleur en 96. Toujours prêt. Je vous fais pas toute la liste parce qu'il y en a beaucoup. Je vais pas vous lister tous les films, mais je vais m'arrêter à un qui va sortir en 2008, qui est un documentaire toujours mais long. Pas un court documentaire qui s'appelle These Hands, Hadi El Ayadi, et qui est un retour de Hakim Belabès à Bjed et qui est dans ce côté un petit peu nostalgique. Il retourne voir tous ces métiers dont il prédit et dont il pressent la fin complètement. Et donc dans These Hands, pour moi c'est un véritable bijou, c'est de la poésie. C'est un film, certes c'est un documentaire, donc certes c'est une histoire. Plutôt, j'imagine avec le nom et le. Ouais. Tout en fait, c'est les artisans, c'est les gens qui travaillent de leurs mains, mais c'est aussi le photographe de la ville. C'est le Farran, c'est absolument. J'en ai la chair de poule. D'une petite fille. Absolument. Et il leur donne vraiment la parole. Et ce film est absolument extraordinaire. Je l'ai vu quand il est sorti, puis revu. En fait, il prend pas une ride, au contraire. Et surtout quand on est un peu nostalgique comme moi, à chaque fois c'est une bouffée. C'est très mitigé. On est très triste, mais en même temps c'est très beau. Et puis ça, c'est ça les films profonds quand à chaque fois on les revoit. Voilà. Et en fait, il en a fait d'autres par la suite de documentaires, dont un autre qui est, je pense qu'il doit être un petit peu obsédé par sa caméra, et je pense qu'il a filmé sa famille pendant des années, plus de 20 ans. Et au décès de son père, sa famille voulait voir en fait quelques-uns des souvenirs, et ça a donné lieu à un autre documentaire qui s'appelle Fragment, qui est un hommage à son père, où il se débarrasse complètement en fait de sa casquette de cinéaste, où c'est vraiment le fils qui a encore une fois cette générosité de nous ouvrir un petit peu une fenêtre sur son intimité complètement. Et c'est toujours fait en fait avec une finesse et une poésie. Et je vais finir avec un autre film, et je crois que c'est le dernier qu'il a sorti, qui n'est pas un documentaire cette fois-ci, qui a raflé énormément de prix,
que j'avais vu au cinéma Rive, je pense, je suis pas sûre, qui s'appelle Pluie de sueur et qui résume la finesse et la générosité de Hakim Belabès, qui raconte en fait l'histoire d'une petite famille dans un village qui essaye de combattre l'avancée du capitalisme et des crédits agricoles et toutes ces choses-là, une famille qui essaie de s'en sortir en restant dans leurs principes. Et ce film est une pure merveille, c'est-à-dire quel que soit l'angle par lequel on l'aborde, en tout cas moi je lui donne 10 sur 10 à chaque fois, c'est-à-dire esthétiquement merveilleux, l'histoire merveilleuse, les acteurs merveilleux. Et ça me fait toujours un petit pincement au cœur, et c'est pour ça que je me dis que c'est une icône méconnue. Je suis sûre que peu de gens ont vu Pluie de sueur, alors que... Mais où peut-on le voir déjà? Alors je voulais finir sur ça, oui. parce que quand Corona est arrivé, que tout le monde était coincé chez soi, Hakim Belabès a eu la merveilleuse idée de partager tous ses films sur sa chaîne YouTube. Donc en fait, et ils sont encore accessibles aujourd'hui. Alors pas Pluie de sueur malheureusement, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des histoires de droit avec les producteurs, les choses comme... Mais tout ce qui lui appartient à lui est disponible. Hakim Belabès sur YouTube est disponible. Et encore une fois, c'est du Hakim Belabès pur et dur, parce que quand on va sur sa chaîne YouTube, il y a ses films qui sont très beaux, très bien léchés, etc. Mais aussi les spectacles de sa fille, les spectacles de fin d'année. Et c'est vraiment lui dans toute sa splendeur. Donc on peut passer d'une vidéo amateur qui tremble pendant que sa fille donne un spectacle de danse hip-hop à la fin de l'école, à un film absolument merveilleux. Voilà, donc je voulais rendre aujourd'hui hommage à Belabès. Merci. Je dois ajouter la note pour Hamza, où se trouve Jad. Mais c'est l'épicentre des Sharqawa, Zawiya Sharqawiya, voyez. C'est quand même. C'est là où tu situes l'origine de Hamza. Oui, c'est Jad, est une médina. Moi j'ai cru qu'il était viking. Une petite médina de. On va faire. Vous allez tous déposer. Tribu. Non, vous allez tous déposer un cheveu avant de sortir. On va éclaircir ça avec de l'ADN, parce que tes théories m'ont l'air un peu fumeuses. On va convoquer la science pour... Pas de problème. Par contre, Hakim Belabès. Oui, cher monsieur. Alors, juste pour terminer, un petit message personnel. Si Hakim Belabès écoute ce podcast, il reçoit toute mon amitié, mais je voudrais quand même signaler que pendant l'enregistrement de Trabando, donc vers 2006-2007, on était en studio et on a enregistré cet album-là, où il y a le Super Kaïd, Melody, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Hobasbach, bref, Maroc and Roll, et il était là avec Ali Safé, il filmait avec une vieille caméra, voilà. Avec une vieille handicap, il se balade toujours avec je sais pas comment elle s'appelle cette caméra, mais il était là pendant beaucoup de sessions. Et tu veux les rushs? Non, mais non, je sais pas s'il a trouvé, peut-être qu'il a pas trouvé ce qu'il disait dans ce sujet, la poésie et la finesse, dans ce qu'il a filmé. mais bon, ça existe. On aimerait beaucoup se revoir jeunes avec des cheveux, voilà, tous les membres de Roba. Le message est lancé. Donc merci beaucoup, et merci pour ce podcast, les amis. Produit avec le soutien de la MDJS.